puis voilà, je te laisse la main. Super. Bon, salut à tous. Merci beaucoup, Maëlys, pour l'invitation. C'est la deuxième fois que j'interviens pour expliquer un petit peu le contexte professionnel dans lequel je me trouve en tant que data scientist. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes intéressées de ce domaine et donc je ferai mon mieux pour vous présenter un petit peu mon parcours et bien sûr pour vous expliquer le contexte des projets dans lesquels j'ai travaillé. Si tout est bon pour vous, je vais commencer déjà la présentation. Est-ce que vous voyez tous mon écran? N'hésitez pas à me dire. Parfait. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner un peu de contexte par rapport au projet Data Science sur lesquels j'ai intervenu. Donc, j'ai appelé cette présentation retour d'expérience sur des projets Data Science. Je m'appelle Andrea Turcu et ici, on va faire un peu la structure du cours d'aujourd'hui, un petit présentation. Voilà, donc je vais faire une présentation personnelle assez courte où je vais expliquer un peu mon parcours universitaire et mes expériences professionnelles. Ensuite, je vais expliquer qu'est-ce que c'est un projet de data science, comment il est perçu au sein des entreprises, quelles sont les notions de base autour du projet en général et bien sûr avec une attention particulière sur les projets de data science en particulier. Data science, je veux dire des projets, des briques qui contribuent au domaine de data science, qui peut être plus ciblé sur la data analyse, sur la data engineering. Ça dépend vraiment de l'entreprise et c'est que cette entreprise désire mettre en place comme projet. Et ensuite, je vais finir avec une présentation et quelques petits exemples sur les projets que j'ai réalisés dans un contexte SaaS, donc sur l'environnement technique SaaS. Et je vais donner deux exemples, espérons que pour le dernier, j'aurai le temps. Sinon, je suis sûre qu'à la fin de cette présentation, vous aurez une bonne idée déjà par rapport à qu'est-ce que ça veut dire un projet de data science en entreprise et quelles sont les étapes principales qu'on réalise au sein des projets. Est-ce que tout c'est bon pour vous? Je veux continuer? Vous réactivez votre micro si vous voulez parler. OK. Ben, comme je dis, je m'appelle Andrea Turcu. Je suis data scientist chez Devoteam. Je interviens en tant que consultante sur des missions de data et plus récemment sur des missions un peu plus poussées sur le côté project management. En parallèle de mes missions, depuis ce mois-là, je suis devenue solution leader du pôle data sur Lyon. Et donc, je suis en charge avec la compréhension et la promotion de l'offre data de Devoteam. En parallèle de ça, je suis co-organisateur de l'association Lyon Data Science, si vous avez entendu parlant. C'est la première association de data science à Lyon. Et donc, depuis quelques années, nous travaillons dans la direction de promotion du domaine de data science, surtout sur Lyon. Nous faisons des conférences tous les mois sur des sujets très intéressants, surtout autour du machine learning sur des différents sujets. Je suis aussi professeure de data science chez JEDA Bootcamp et donc j'interviens sur des modules spécifiques de data science, notamment data visualisation, machine learning supervisé, voilà, data pre-processing, etc. Donc, plein de choses intéressantes. C'est à peu près comme votre école et donc ça fait plaisir de partager ce but de faire avancer la communauté, améliorer les connaissances sur ce domaine. Et je suis aussi professeure vacataire sur des sujets liés à la modélisation de données et visualisation à l'Université Lumière Lyon 2 en M2. Voilà. Ça, c'est un petit peu mon activité professionnelle présente. Pour expliquer un peu mon parcours universitaire, je veux le faire puisque je veux vous
dire pourquoi avoir un parcours universitaire typique n'est pas vraiment nécessaire pour arriver, pour devenir data scientist. Donc moi, à la base, je suis un économiste. J'ai 2 diplômes de licence en économie, une dans ma propre pays à Bucarest et une ici à Lyon en sciences économiques et gestion à l'université Lumière Lyon 2. Voilà. Dernier cursus auquel j'ai participé, c'était lors d'un campus, Spring Campus, ça s'appelle. Donc, je vais vous expliquer un peu plus, mais c'était juste le fait de compléter mes études avec un stage à la fin de mes études où j'ai eu aussi l'opportunité de passer des certifications sur l'environnement SAS, qui à la base est un langage de programmation procédurale statistique. Voilà. Je vais mettre un peu l'accent sur SAS parce que SAS Spring Campus en 2017 que j'ai réalisé a guidé beaucoup ma direction vers le domaine data science. Donc, j'ai eu l'occasion de participer à un concours pour suivre des entretiens et ensuite intégrer dans mon stage un partenaire Gold de SAS. Après quelques examens, j'ai eu donc l'occasion de faire un mois de formation intensive à Paris avec SAS, avec 20 étudiants qui ont travaillé aussi sur SAS. Pourquoi SAS? Parce qu'en fait, à l'université en 2e année, j'ai eu un cours qui s'appelait juste SAS et donc après du recul, je me rends compte que ça, c'est un langage de programmation très puissant qui est accessible surtout aux grandes entreprises qui ont l'occasion de implémenter dans leur système technologique les applications de SAS. La licence, elle est assez chère et c'est pour ça, en fait, que pour début de production de masse, elle peut être extrêmement rentable en termes d'utilisation d'applications. Et donc, l'idée était justement d'appliquer et d'être admis sur profil. Au bout de 2 examens en ligne, j'ai eu des entretiens individuels en 2 étapes avec des représentants de SAS. J'ai été acceptée donc pour tous ces entretiens et j'ai commencé à préparer la formation de SAS sur Paris. Ensuite, après ces cours, j'ai pris de certification sur la partie avancée de SAS et j'ai commencé à travailler en tant que data scientist junior chez CGI où j'ai réalisé mes périodes de stage et c'est le moment où j'ai découvert justement que le domaine de machine learning entouré par la data science en général est un domaine qui me plaît beaucoup et qui vient justement en complément par rapport à mes connaissances autour du contexte économique, autour de background métier qui se trouve dans toutes les entreprises. Voilà. Comme expérience professionnelle, rapidement, en Roumanie, j'avais travaillé en tant qu'assistante comptable. Donc, je faisais du travail dans le domaine de la fiscalité et j'essayais justement à aider les clients de mettre en place des systèmes fiscaux qui leur permettent la meilleure gestion de leurs actifs. J'ai travaillé aux États-Unis aussi dans un magasin de souvenirs. C'était une belle période et c'est comme ça que j'ai commencé à développer ce profil très international. J'ai continué ensuite, après la fin de mes études, à travailler en tant que BI analyst à peu près sur le domaine de démonstrateur de fraude et aussi sur des clients en régie où je faisais du debugging et je travaillais sur leurs entrepôts de données au but de les améliorer, en gros, de les nettoyer. Voilà. J'ai continué avec un poste de data scientist chez Devoteam, chez Econocom à Lyon. Et ensuite, je suis arrivée sur le poste actuel à Devoteam où je suis consultante data science. Et en parallèle, justement, je suis professeur enseignant auto-indépendant des sujets de data science chez JEDA. Ici, c'est juste un copier-coller de mes domaines
d'expertise principale autour d'intégrer de vos teams. Bien sûr que maintenant, je les ai développés, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu les domaines principaux sur lesquels on peut mettre l'accent en tant que data scientist. Et donc, vous pouvez voir que les statistiques et l'économétrie sont très importantes en général, surtout les statistiques. Si on désire devenir un data scientist, tout ce qui signifie mathématiques probabilistiques, algèbre linéaire, analyse mathématique sont des prérequis pour comprendre et interpréter les modèles qu'on utilise sur nos bases de données. L'analyse de données, elle est une étape très importante qu'il faut qu'on maîtrise à tout moment sur le cycle de vie d'un projet data. Data mining aussi, la façon de ramasser les informations et de collecter les données, elle est très importante. Data visualisation, c'est une autre brique importante que vous devrez connaître et qui vient main en main avec l'exploration de données. Et donc ici, c'est juste pour vous donner un petit peu les grandes lignes où vous devrez peut-être vous améliorer si vous voulez suivre ce domaine. Prévision économique, machine learning, apprentissage supervisé surtout, sont aussi des endroits où je vous conseille d'aller au but d'avoir votre plage de compétences assez large. Et ensuite, bien sûr, des outils de visualisation tels que Power BI ou Tableau ou SAS Visual Analytics dans mon cas au début sont des outils qui vont vous aider justement à la facilitation de prise de décision économique par l'intermédiaire de l'exploration de données avec la visualisation de données. Et dernièrement, je vais mettre l'accent sur les langages de programmation. J'ai vu plusieurs. Je ne suis pas experte en tous ces langages. C'est juste pour dire, j'ai la capacité de m'adapter en fonction de l'environnement informatique de l'entreprise. Et pour moi, le fait d'être capable à prendre une base de données et à pouvoir adapter des modèles qui existent actuellement, c'est plus important que de créer les modèles en soi-même. Le paramétrage sur ces modèles, bien sûr, c'est une preuve de finesse et il faut les connaître en détail. Mais la première phase est justement de maîtriser des langages de programmation statistique comme R, comme Python, voire SAS. Et bien sûr, la partie où on travaille sur les entrepôts de données pour faire du requêtage comme SQL. OK, je vais continuer. On arrive à une deuxième partie du sujet. Qu'est-ce que c'est un projet de data science? Et je vais me concentrer un peu sur plusieurs briques, le cycle de vie d'un projet de data science, les rôles qu'on peut retrouver sur ce projet-là et bien sûr les outils qu'on veut avoir. Donc, si vous êtes déjà familiarisé avec le concept de data science et le fait que c'est un moyen pour tout utilisateur d'une plateforme d'arriver à des décisions économiques, ça, c'est une première étape pour comprendre en fait que le cycle de vie d'un projet représente justement les étapes sur lesquelles des briques différentes de data science peuvent se retrouver. Donc, dans ce graphique, vous pouvez observer que la première chose, la plus importante en contexte entreprise, c'est de comprendre le métier, c'est de comprendre le contexte, le but et les objectifs à ce qu'on veut prouver. Et donc, ça, c'est la partie de business understanding. Un data scientist, il est l'intermédiaire entre les développeurs et le côté métier ou business. OK? Donc, c'est-à-dire que vous devrez être capable à vulgariser l'information d'un côté et de l'autre pour le transmettre et se faire compris sur le but de ce projet-là. La deuxième partie, c'est la partie de collecte de ces données, qui est extrêmement importante, et le nettoyage de ces données. Ces deux briques en bleu, elles prennent un peu plus de 80% du temps qu'un data scientist passe sur les bases de données, et vous comprenez bien la raison pour laquelle on passe autant de temps. Les entreprises n'ont pas toujours les données propres
Les systèmes informatiques peuvent être parfois très vieilles et donc les buts qu'on a actuellement, ils ne font pas partie de buts qu'on avait il y a 10, 20 ans. Et donc, le fait de collecter ces données, s'assurer de la qualité de ces données et ensuite faire du pré-traitement sur ces données est une étape extrêmement importante qui va influencer les résultats de notre analyse jusqu'à la fin. Donc, vous voyez bien que la qualité de ces données qui va influencer les résultats est un prérequis pour des bons résultats, pour qu'on n'introduise pas des biais qui peuvent exister par rapport justement à ces résultats. Donc, si on a une donnée qui n'est pas bonne ou qui a été mauvaisement renseignée, ça va introduire un biais qui va influencer justement les résultats. La partie de data exploration, de feature engineering, qui va dire prendre en considération quelles sont les variables les plus importantes, sont aussi des briques importantes que vous devrez avoir en tête. Ensuite, on part sur des modélisations prédictives et d'habitude, on applique des algorithmes de machine learning au but de voir si les données qu'on a actuellement, elles peuvent nous donner quelques résultats qui, à une première vue, nous, en tant qu'utilisateurs, sur des millions et des milliards d'observations, on ne peut pas les voir. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on utilise du machine learning en général. La dernière étape, telle que présentée sur ce graphique, est la partie de visualisation, le partage de résultats et la facilitation de aider à la prise de décision économique. Voilà, ça c'est en grande ligne. Les rôles habituels qu'on peut retrouver au sein des projets de data science sont celles que vous observez ici. En gros, ce sont des rôles de business analyst, donc celui qui connaît le moins du côté technique l'approche data science. C'est lui qui, en fait, essaye justement à comprendre dans la meilleure mesure possible le contexte du projet dans un cadre entreprise. Le data analyst est une autre fonction très importante. Le data engineer, le reporting expert ou le BI, ce sont des sujets ce sont des rôles qui font partie d'une équipe de data science. Et bien sûr que le data scientist est celui qui a la vision la plus poussée sur tous ces types d'interventions. OK. Ici, un graphique que j'adore et qui nous donne une intuition par rapport aux skills nécessaires que des différents acteurs intervenant sur le projet de data science, comme vous pouvez les observer. Donc, je me concentre toujours sur data analyst, machine learning engineer, data scientist. Et comme vous voyez, en fait, à partir de vert jusqu'à bleu foncé, on a des briques sur lesquelles, en fonction du type, chacun d'entre ces participants doivent connaître de façon plus ou moins poussée. Donc, ça, c'est un graphique qui a été montré par Udacity et que j'adore, qui montre justement qu'en tant que data scientist, il faut avoir des bonnes capacités de programmation, de communication et de rendre les données et les résultats visibles au sein de data visualisation, l'intuition et la compréhension métière de ces données-là, connaissance statistique poussée, connaissance de nettoyage de données assez importante, connaissance de machine learning. Et bien sûr qu'après, il y a des autres technical skills qui sont importantes, comme la partie de software engineering et mathématiques poussées. Voilà. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à regarder ce graphique. Il montre juste un petit peu, en fonction de ce que vous voulez faire au sein d'une entreprise sur le domaine de data science, quelles sont les briques les plus importantes sur lesquelles vous devrez mettre l'accent. Donc, comme vous voyez ici, le data analyst, il doit avoir des compétences de programmation, statistiques, de communication et de data visualisation importantes. Il doit aussi comprendre mais dans une pas si grande mesure que le data scientist, les données. Et donc,
il doit aussi comprendre les aspects statistiques autour de ce données-là et l'exploration de données. Voilà. Vous m'entendez toujours? C'est bon? Non, on a un problème de connexion. Mais en fait, elle a coupé le micro, elle a dit. Non, c'est bon, la micro, elle est activée. Caro, On vous entend, on vous entend. Donc, c'est bon, je peux continuer? La connexion n'est pas terrible. Je peux mettre en 4G Alors, on va se mettre en 4G et ça va couper Marine a aussi enregistré la vidéo, donc si jamais vous avez l'impression que vous perdez de l'information, n'hésitez pas à regarder après. Ok. Je vais continuer alors. Oui. Super. Vous pouvez mettre sur mute, comme ça je n'entends pas de bruit derrière. Merci beaucoup. Donc, je vais continuer. Les outils qui sont utilisés actuellement sur le marché sont extrêmement divers. On peut discuter des heures et des heures juste par rapport à leur utilité et à quel point elles peuvent intervenir. Bien sûr que ces outils, ils sont choisis par l'entreprise, par la stratégie de l'entreprise à utiliser une plateforme plutôt que l'autre, mais elles présentent une grosse variété de fonctionnalités qu'on peut utiliser sur tout le processus de cycle de vie d'un projet data science. Donc, on a des outils Big Data, voilà, SQL, MongoDB, Neo4j. Nous avons des outils de collection de données qui sont en gros basés sur la capacité des ressources à les ramasser et de quel endroit. Nous avons des capacités de transformation de données, de visualisation, d'exploration de données et machine learning. Je vais mettre l'accent juste sur la partie data visualisation, data exploration et machine learning. En gros, la data visualisation, vous avez QlikView, Power BI aussi, Tableau, qui sont des outils très, très utiles et parfois, elles ont gratuits avec des fonctionnalités de base pour pouvoir faire l'exploration. Nous avons aussi exploration de données qui peut être faite avec R, Python, SAS, bien sûr Microsoft Excel ou GNIME. Et la partie de machine learning, je n'ai pas tout étudié en termes de plateforme, mais par Python, R, RapidMiner, DataLab, TensorFlow, ce sont des plateformes et des outils qu'on peut utiliser au but d'implémenter nos modèles de machine learning. Et la dernière chose que je vais vous montrer par rapport au contexte technique où on se retrouve est qu'en fonction du profil qu'on a et des compétences qu'on a, on va bien sûr utiliser ces plateformes de façon différente. Donc, comme vous voyez, on peut travailler avec des notebooks ou avec des outils de workflow ou pipeline. En tant que business analyst, on utilise souvent Tableau, QlikView, Spotfire, RapidMiner, Dataiku. En tant que data engineer, on utilise Databricks. Nous utilisons beaucoup d'autres choses. Microsoft Azure aussi, c'est de plus en plus puissant. Google Cloud Platform, Amazon Web Services. Et en tant que data scientist, il sera un acquis si on a des compétences dans ce domaine-là sur les grandes plateformes. Avec l'accent sur les outils comme Dataiku ou Databricks, Azure Machine Learning, etc. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Ça, ce sont les plus récentes données que j'ai par rapport à la fréquence d'utilisation de ces plateformes. Et donc, c'est un sujet très intéressant. D'habitude, quand vous venez en entreprise, ces plateformes, elles existent. Ou sinon, vous allez faire des études de benchmark, justement, pour pouvoir décider quelle est la meilleure plateforme qu'il faut qu'on utilise. Voilà. Quelques notions sur les projets en général.
Donc, ici, je vais parler juste de l'idée de cycle de vie d'un projet et des concepts de management que parfois quelqu'un qui travaille sur des projets data science doit connaître. Bien sûr, ici, on parle un peu plus en high level, là où les chefs de projet ou les project managers sont ceux qui dirigent les comportements et les actions de tous les membres. Néanmoins, pour vous, c'est très intéressant de le savoir aussi parce que à tout moment, vous allez vous retrouver sur un projet. Et donc, si vous vous retrouvez sur ce projet-là, il est important justement de savoir sur quelle partie vous vous retrouvez et idéalement, quel est le niveau d'effort qu'il faut investir sur ces projets par rapport au temps. Et donc, ce graphique, il montre justement les grandes phases d'un projet qui est la phase d'initiation, c'est-à-dire c'est le moment où on commence justement à travailler vers la conception du projet. La phase de cadrage et préparation, c'est celle de planning, comme on l'appelle, là où tous les éléments et toutes les étapes doivent être prises en considération par rapport aux technologies utilisées, les nombres de ressources nécessaires, quelles sont les étapes principales et la façon de les implémenter. La phase numéro 3, c'est celle la plus importante de notre point de vue en tant que data scientist parce que c'est là le moment où vous allez intervenir en général et c'est à ce moment-là qu'en fonction du cycle de vie d'un projet que je vous ai montré, vous allez vous placer pour mettre en place le projet. Et bien sûr, la dernière phase, comme tout projet, un projet, il est en soi-même la définition d'une activité qui commence et qui finalement a une fin. Donc, c'est la phase de clôture et c'est justement la phase où on fait le transfert de compétences dans les mains du client, peut-être la mise en production et le surveillance. Donc, c'est justement la partie de observer que tout se passe bien par rapport à la phase numéro 3 de réalisation du projet en soi-même. Et la dernière chose, avant qu'on commence justement à rentrer dans des notions de projet de data science un peu plus particulières, ce sont des concepts autour du project management. Donc, vous voyez, ce sont des concepts super high level qui ne touchent plus à la partie technique et qui, en gros, elles existent juste pour s'assurer qu'il y a une méthode très efficace de mettre en place ce projet-là. Et la majorité de buts qu'on a en tant que project manager sont celles d'être capable de s'aligner sur les échéances, gérer l'équipe, être conforme à la stratégie, s'assurer que le planning il est respecté et que toutes les étapes sont bien contrôlées sans qu'on ait aucune surprise. Voilà. Le but étant tout simplement d'arriver à mettre le projet sur ses pieds en respectant le délai, avec la bonne équipe, en respectant les étapes de planning et en l'amenant sur le chemin d'une implémentation avec du succès. Voilà. Et donc, on rentre ici dans quelques notions de projet data un peu particulier. C'est une image très sympa que j'avais prise en ligne qui montre justement la comparaison entre le fait de cuisiner et le fait d'implémenter un modèle de machine learning en particulier. Et donc, juste pour expliquer un peu, un modèle de machine learning commence toujours avec le assessment de données, donc la collecte de données et s'assurer que ces données viennent des endroits très, très sécurisés. Ça peut être équivalent, le fait de cuisiner avec ramasser tous les ingrédients pour le mettre à la disposition par la suite. Un projet de machine learning, il continue avec la partie de data cleaning et feature engineering. Donc, on fait un petit peu d'ingénierie de données qui est égale avec le fait de préparer ces données, avec le fait de préparer les ingrédients. Tout justement, à mariner les ingrédients et s'assurer qu'ils sont bien disponibles et prêts à utiliser des techniques plus avancées. Des techniques plus avancées en machine learning veut dire appliquer des modèles adaptés à ces données-là et en fonction du but qu'on désire avoir.
Donc ça, c'est équivalent en fait de cueillir les ingrédients qu'on avait ramassés et préparés avec les phases précédentes. Ensuite, on se soigne sur l'architecture, c'est-à-dire les services et les plateformes sur lesquelles on peut mettre en place nos projets. Ça veut dire utiliser les bons outils, justement, à s'assurer que les techniques de machine learning ont été bien implémentées et qu'elles sont ouvertes pour la prochaine phase qui est celle de mise en production. Et ensuite, le but principal est d'avoir quelqu'un comme un chef expert ou comme un data scientist qui est capable d'intervenir encore un peu plus pour améliorer ces modèles au fur et à mesure et de façon cyclique au but de rendre les produits pour les clients ou les services les plus efficaces possibles. Et donc, avant de partir justement sur la partie technique de mise en pratique d'un projet, ça c'est le dernier graphique qui montre justement 3 catégories principales sur lesquelles on peut avoir notre modèle. Comme vous voyez ici, on parle de management de données, c'est-à-dire l'acquisition de ces données et la préparation. On parle de l'expérimentation, c'est-à-dire développement du modèle de machine learning et la phase d'entraînement. Il y a une façon cyclique pour améliorer, c'est-à-dire on arrive à avoir un bon score de prédiction, un bon taux de prédiction, alors c'est bon, on passe à la prochaine étape, sinon on revient et on améliore et on ajuste nos modèles en fonction de la composition de la base de données. Et donc, le but est d'arriver dans un contexte de production où les prédictions sur les modèles de training sont bien prises en considération parce qu'elles sont de bonne qualité. Et ensuite, on peut arriver à des conclusions par rapport à nouvelles observations qu'on n'aurait pas eues dans notre base actuelle. Et la phase de monitoring et alerting est celle qui va nous intéresser aussi dans un contexte fraude, par exemple. Et c'est le sujet que j'aimerais vous présenter par la suite. Andrea, je crois qu'on a perdu la classe. Ah, d'accord. Ok. Je pense qu'ils vont se reconnecter. Ouais, c'est bon, ils se reconnectent. Ouais, ok, super. Bienvenue à tous. Et bon, je vais vous faire le résumé jusqu'au présent. Je ne sais pas, vous êtes arrêté avec la connexion. Est-ce que vous avez vu ce graphique? Vous êtes muté. Je crois que ils sont partis un petit peu avant, si je. Ok. De toute façon, Maëlys, à la présentation, donc n'hésitez pas à la regarder après. Est-ce que vous avez vu ce graphique? Oui, pas de souci. Oui. Celui-ci? On est à la cuisine. Ah, on est à la cuisine. Ah, voilà. En fait, je vais juste résumer. Et s'il vous plaît, arrêtez le son comme ça, il n'y a pas de bruit. Je disais qu'un projet de data science peut être comparable à celui d'un projet de cuisiner, tout simplement. Et j'espère que cet exemple vous plaît bien, puisque comme vous voyez à toutes les étapes, il faut se baser sur un input. Et un projet de machine learning, en gros, une data science, l'input, sont les données qui, pour un cuisinier, sont les ingrédients, tout simplement. Et donc, ces étapes sont juste pour vous montrer le fait que n'importe quel projet on fait dans la vie, on peut le comparer parce que le but pour un projet est d'arriver à des résultats. Et donc, la façon d'implémenter ces résultats est celle qui compte. Et donc, pour un projet de machine learning, on fait de la collecte de données. En deuxième étape, on fait du traitement de ces données-là. En troisième étape, par exemple, bien sûr, avec des variations, c'est de l'implémentation des algorithmes sur les données qui ont été pré-traitées, s'assurer que l'architecture, elle est la bonne pour une mise en production efficace et à la fin, améliorer ces modèles de façon cyclique, tout simplement. Et pour la deuxième partie, j'expliquais juste le fait que la façon de
approcher un projet, elle varie, mais que les briques principales sont celles de management de données, d'entraînement de modèles et développement de ce modèle-là, amélioration de ce modèle aussi, et ensuite les résultats qui constituent la prédiction. Et donc, il se base sur un feedback loop où la partie de monitoring et alerting est celle qui va nous donner justement des insights par rapport à l'efficacité du modèle qu'on avait choisi. Et maintenant, je voulais passer justement à un projet que j'avais réalisé. Voyons si j'arrive à faire un ou deux. Le premier, c'est justement l'analyse des transactions financières frauduleuses en temps réel. Et donc, c'est dans un contexte SaaS que j'ai réalisé ce projet-là. Il a été très intéressant et j'ai pensé à lui pour vous le présenter puisqu'il y a quelques jours, j'ai fait une autre présentation sur la cybersécurité et comment la data science peut améliorer la cybersécurité et les comportements frauduleux. Voilà. Et donc, juste pour vous donner le contexte de ce projet-là, c'était une réalisation d'un démonstrateur de fraude en utilisant tous les outils SaaS nécessaires à la réalisation d'un scoring ou d'un taux de prédiction par l'intermédiaire de modèles prédictifs, tout simplement. L'objectif dans ce contexte-là a été de développer des compétences approfondies en programmation. Déjà, c'était pour moi-même, mais aussi c'était pour l'entreprise en utilisant des outils de visualisation, de data mining, machine learning par l'intermédiaire à SaaS. Et donc, le but était de détecter la prévention de la fraude financière ou du blanchissement d'argent, de traiter en temps réel la suspicion de fraude et des transactions bancaires et bien sûr arriver à une réconciliation de ces données-là avec un mécanisme de feedback comme celui que vous avez vu tout à l'heure sur le monitoring et alerting. Les solutions, bon, c'était l'idée de avoir en place un système d'auto-apprentissage SaaS, faire du reporting par l'intermédiaire d'un outil qui s'appelait StreamViewer et illustrer tout simplement le fonctionnement d'analyse en temps réel accompagné du reporting en temps réel via des différentes applications. C'était très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses. Je vais vous montrer juste les résultats de cette analyse. Les responsabilités que j'ai eues, c'était justement celle d'analyser les transactions financières frauduleuses et le travail pour la réalisation de ces analyses statistiques et visualisations qui venaient avec, tout simplement. En termes de livrables, bon, j'ai fait mon stage sur ce projet-là, donc c'était très intéressant de travailler dessus. Et on a eu aussi un POC, un Proof of Concept qui a été réalisé à partir de ces démarches d'analyse où nous avons réalisé des visualisations avec SaaS Visual Analytics sur des données bancaires et profilage en fonction du comportement utilisateur avec des taux de prédiction sur la possibilité qu'un individu ait un comportement frauduleux ou pas. Comme c'était un proof of concept, ces données, elles étaient assez fictives, c'est-à-dire qu'elles étaient toutes publiques, donc il n'y a pas de problème de confidentialité. Ça, c'est juste pour vous expliquer un petit peu, dans un contexte entreprise, quelles sont les étapes que j'ai envisagé à réaliser, qui ont amené au but de ce projet qui m'a ouvert beaucoup de portes en ce qui concerne l'implémentation des modèles de machine learning. OK. L'environnement technique, je vous ai mis ici un petit graphique qui remonte un petit peu les briques principales d'un projet de data science avec une particularité sur la partie de données de fraude. L'environnement technique et fonctionnel, il était celui de SaaS. Donc, on avait plusieurs outils qu'on pouvait utiliser, parmi lesquels SaaS Studio ou SaaS Enterprise Guide, qui est en fait la plateforme de coding qu'on peut utiliser pour la partie de nettoyage de données, par exemple. SaaS Enterprise Miner, c'était un autre outil qui utilisait une interface utilisateur assez simple, dans le sens où on avait des briques pour créer des modèles de machine learning avec des paramètres à l'intérieur qu'on pouvait justement adapter en fonction de notre modèle. On a utilisé SaaS Event Stream Viewer qui était justement l'outil de mise en place de façon en production et de façon en temps réel des données qui arrivent à être insérées justement dans notre modèle pour la visualisation.
Et SaaSwire, c'était une autre plateforme qui regroupait un petit peu toutes ces briques pour le mettre en place d'une façon plus agréable. Et donc, le processus de lutte contre la fraude est celui qui est présenté ici. Comme vous voyez, on a toujours une phase de management de données, nettoyage, sélection, collecte, préparation de ces données-là et pré-traitement. La partie de modélisation en utilisant des techniques de machine learning, la partie de détection qui récupère l'alerte comme qu'un utilisateur est potentiellement frauduleux et ensuite qui alerte les investigateurs un peu plus loin. Et ensuite, c'était la phase d'analyse des alertes et investigation des experts qui n'a pas fait partie de mes tâches puisque ce n'était pas moi le côté métier qui pouvait évaluer ces résultats. Et donc, on parle d'un contexte de banque où mon travail en tant que data scientist s'arrête à la partie de j'ai bien fait mon modèle et j'implémente les prévisions avec des règles métiers spécifiques données par les experts. Et ensuite, ces experts, ils vont être capables, avec les résultats que j'aurai sur des classements ou des profilages de nouveaux individus, à mettre en place un processus qui va les aider à décider si les modèles prédictifs ont été bien réalisés ou pas. Et donc, juste pour vous donner un exemple, si vous partez maintenant en Martinique et vous voulez utiliser votre carte bancaire, il est possible qu'elle soit bloquée et que vous ne pouvez pas l'utiliser. Et donc, ça, c'est un petit peu sur le même mécanisme que j'ai travaillé, c'est-à-dire que j'ai vu le comportement de l'individu jusqu'au présent qui était normal en fonction des données de géolocalisation. Et d'un coup, cet individu-là, il se trouve à l'autre bout du monde. Et donc, il y a une alerte dans le système informatique des banques qui se met en place et qui, au but de conserver le bien-être du compte bancaire, il va bloquer justement, ça c'est juste un exemple, il va bloquer cette action puisque cette action, elle n'a pas été prévue par un modèle spécifique. Et donc, en fonction de compromis qu'on désire réaliser entre biais et la variance, on peut avoir un taux qui prédit très bien ou un taux qui prédit moins bien, mais pour laquelle on a une limite justement de dire est-ce que je suis prêt à être plus strict et donc à embêter mes clients puisqu'ils veulent utiliser de bonne façon la carte et ils n'arrivent pas, ou je suis prêt à avoir plus de fraude, mais mes clients, ils sont contents parce qu'ils ne sont pas embêtés par des règles métiers précises. Donc ça, c'est l'idée derrière le fait de prédire la fraude. Et donc, les périmètres d'action. Est-ce que c'est bon jusqu'au présent pour tous? OK. Les périmètres d'action, elles ont été les prochaines. Donc, je fais quoi? J'ai pris justement l'idée d'un cycle de vie de projet avec ces étapes et je les ai implémentées dans un cadre concret. Donc, j'ai fait quoi? J'ai fait le streaming des transactions financières, c'est-à-dire le fait de récupérer les données via une plateforme SaaS. J'ai appliqué des règles métiers spécifiques pour gérer les données. J'ai fait du data management, nettoyage de données et analyse statistique et économétrique derrière. Ensuite, j'ai appliqué ce modèle dans SaaS Enterprise Miner, qui est justement l'application qui va me donner des modèles de machine learning. Et ensuite, j'ai réalisé la partie de reporting avec SaaS Visual Analytics. Donc ça, ce sont les grandes briques. Et maintenant, si on les prend une par une et on commence avec la partie streamer de transactions financières, on arrive à cette application qui réalise en gros, ça c'est un petit peu un processus où on voit justement que les données récupérées, elles sont mises dans un système et à chaque moment qu'une nouvelle donnée revient, elle est récupérée dans le système de façon instantanée. On enrichit de cette façon les données et on fait attention au fait que les règles métiers qui sont appliquées sont aussi prises en considération pour ces nouvelles observations.
Et à la fin, c'est juste le fait d'arriver à implémenter notre modèle et ensuite d'avoir de nouveaux insights, et donc de nouveaux résultats qui peuvent nous aider à la détection de la fraude. Le flux d'analyse des transactions au fil de l'eau ressemble à peu près à ça. Donc, on a la source de données, on implémente des modèles de machine learning, on fait des modèles de prédiction et on travaille un petit peu pour créer la génération de l'alerte, tout simplement. Une deuxième étape que j'ai utilisée, c'est l'application du scénario de fraude. Et ça, c'était utilisé avec Python. En gros, ce que se passe, c'est que nous avons des règles de métier qui sont appliquées, dire pour un comportement d'individu sur le site, je veux savoir s'il achète 10 produits, mais qu'il passe moins de 5 secondes sur la page du panier, ça veut dire qu'il y a une fraude qui se passe. Donc, ce sont juste des règles qui ont été prédéfinies pour dire si jamais les administrateurs du site veulent détecter des fraudes, alors ils vont savoir un petit peu quelles sont les règles à implémenter pour détecter ces fraudes tout simplement. Et ici, c'est la partie de stream, c'est-à-dire qu'en temps réel, nous, on va appliquer ces règles-là une fois que chaque observation arrive dans notre système. Voilà. Ensuite, la partie de détection de la fraude, elle était justement la partie où j'ai intervenu. Donc, ça, c'est le stream des observations. On l'introduit dans une application spécifique qui est SAS Event Streaming. On réalise la partie de paramétrage spécifique de cette application qui nécessite un petit peu la prise en main. Ici, on a les données qui sont en temps réel, tout simplement utilisées. En gros, elles sont toujours des données publiques et c'est pour dire pour chaque donnée en part en temps réel, je vais arriver au fil de l'eau à repérer les comportements frauduleux et faire le reporting par rapport à la constitution de ma base de données actuelle. Voilà. La partie de data management, elle a été réalisée avec Stas Studio. Voilà, ça c'est un petit peu à quoi ça ressemble le langage de programmation procédural. Pourquoi procédural? Puisqu'ici, on va toujours paramétrer nos données à l'intermédiaire des briques qui commencent avec proc, tout simplement. Et donc, il y a un travail à faire. Il faut être habitué avec le langage et ça, vous pouvez le faire sur place lorsque vous travaillez parce que le but pour moi est juste de vous expliquer quelles sont les briques les plus importantes parce que c'est à partir de ces briques-là que vous allez être adaptable sur n'importe quel type d'environnement en fonction de système informatique utilisé. Voilà. Et donc ici, ça c'est le démo pour expliquer justement quelles sont les étapes principales, le fait d'importer les données, le management, l'actualisation des données. Donc ça c'est la partie de management de données où je montre justement un petit peu la constitution de données qui sont des données fictives justement et je crée mes tables entières qui un output de ce travail avec des règles métiers appliquées de façon spécifique vont constituer à la partie de machine learning. Donc ici, les données qu'on utilise sont assez diverses en fonction de la constitution de la base de données. On se base toujours sur la partie input des données qui ont toujours le même type de variables. À la fin, création de ce modèle. Voilà, ça c'est juste une explication de fait qu'au sein d'une base de données et surtout quand on parle des données financières ou bancaires, on a des informations personnelles, des informations en tant que client, les adresses de banque, les informations bancaires du client, etc. L'application du modèle SAS Enterprise Miner a ressemblé un petit peu à ça. Donc, SAS Enterprise Miner, c'est juste un moyen très facile de pouvoir appliquer plusieurs modèles de machine learning au même dataset. Et donc, ce que se passe ici est qu'on fait toujours l'importation de la base de données qui est un input de traitement de données qu'on avait vu tout à l'heure avec SAS Studio. On fait le partitionnement de données, c'est-à-dire qu'on choisit nos données de type training et testing.
Et ensuite, on applique toutes sortes de feature engineering methods, sélection et transformation de variables qui sont bien adaptés au modèle de machine learning. Donc, ici, j'ai appliqué 2, 4, 6, 8, à peu près 8 modèles de machine learning avec des paramètres un petit peu différents parce que je voulais justement prendre les meilleurs scores de chaque modèle en part. Ici, par exemple, j'ai dû juste sélectionner les données parce que je me suis adaptée aux besoins de input en fonction de régression, arbre de décision et réseau de neurones. Et ici, j'ai dû transformer ces données-là pour voir si le résultat il sera mieux. Vous voyez bien, en fait, que dans un contexte de fraude, on a des milliers d'observations et que 1 ou maximum 10% de ces observations vont avoir un caractère frauduleux. Donc, vous vous rendez compte que dès le début, notre dataset, il est assez déséquilibré et qu'ici, il faut faire du travail en amont de pre-processing pour arriver à équilibrer ces données puisqu'ils sont biaisés sinon. Pourquoi? Parce qu'en fait, si dans ma base de données, j'ai un profil consommateur et je repère tous les consommateurs qui ont été bien, se sont bien comportés, j'ai leur profil. Et le fait d'avoir un outlier ou un comportement qui a déterminé une fraude, c'est quelque chose de si non significatif qu'à la fin, mon modèle va arriver à classer l'individu qui s'est mal comporté comme étant un individu qui s'est bien comporté, sauf qu'il était juste un petit peu plus éloigné de la moyenne des comportements. Et donc, vous voyez vite que ça, c'est un problème de détection justement de règles de sous-échantillonnage qui se passent et qui ont été dû être traités. Et donc, à la fin, on fait la comparaison de modèles et on choisit le meilleur scoring qui devrait exister. Donc, c'était environ 90%, un bon taux de prédiction, fait qui, pour mon but à démontrer justement le processus de prédiction, a été une bonne chose. Je voulais pas aller plus loin puisque mon modèle il se base déjà sur des valeurs fictives. Donc, vous imaginez bien que ça n'avait pas de sens d'interpréter plus que ça les résultats venus. Et ensuite, on arrive à implémenter ce modèle en production. La significativité des variables, donc on est arrivé à réaliser plusieurs modèles de machine learning et on arrive à voir quelles sont celles qui sont les plus significatives. Et donc, la variable nombre de visualisations par page a été celle qui a été la plus importante pour déterminer justement le comportement frauduleux des individus. Et ici, dans une régression logistique, je pense que vous vous êtes rendu compte, j'ai pris la table de p-value qui m'explique justement quelles sont les variables les plus significatives et comme vous voyez, d'un modèle à l'autre, en fait, la significativité des features peut varier forcément, puisque dans ce modèle-là, j'ai un taux de mauvaise classification un peu plus élevé, mais il me dit justement qu'un nombre d'observations de 2500 individus, le fait de déterminer si les individus ont un comportement frauduleux ou pas, et celui de regarder le numéro total de clics per visite de page, ainsi que la durée de session. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que d'un point de vue métier, je sais que celui qui veut faire une fraude, il ne regarde pas 10 000 ans une page pour acheter un produit. Il sait déjà qu'il veut l'acheter et il ne passe pas beaucoup de temps sur la session. Et donc, ça, c'est un comportement que nous, on peut récupérer dans nos données qui enregistrent le comportement de l'utilisateur en ligne. Voilà. Et la dernière chose, c'était un reporting avec SASVAIA, tout simplement. Ici, juste pour vous donner un petit peu l'idée, c'était le fait de créer, par exemple, des visuels avec les résultats qu'on a eus qui expliquaient plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on repérait quel est l'individu qui a été mal classé et ensuite, on voyait quelles sont les données. Et au bout d'un moment, on est arrivé à la conclusion qu'il y a une personne, voilà, ici, il y a une personne qui a 92 ans et qui a eu un comportement frauduleux. Et déjà, quand on se pose la question
comment c'est possible, une personne à 92 ans, de faire des achats en ligne, on arrive de se rendre compte qu'en fait, peut-être c'est un comportement frauduleux. Et donc, ici, c'est la partie de visualisation, justement, où on voit en temps réel quels sont les endroits et quels sont les identifiants des personnes qui ont fait de la fraude. On peut chercher par numéro de commande. On peut voir quelles sont les alertes, comme vous pouvez observer ici, si c'est une alerte, si c'est une fraude ou si c'est une non-fraude. Et ensuite, on peut regarder si notre modèle il est bien reparti en fonction de quelques petites visualisations qui vont montrer justement quel est le comportement déviant de ceux qui ont fait une fraude par rapport à ceux qui n'ont pas fait une fraude. Et voilà, ça c'est un exemple. Vous pouvez observer ici qu'en vert, ce sont les numéros total de visite per clic. Et donc, en fonction de modèle, nous, on peut mettre des graphiques spécifiques pour faire la exploration de visuels. Voilà. C'était un projet très intéressant. Le but, il a été justement de voir le but, il a été justement… est-ce que vous m'envoyez tous maintenant? Oui, le but, il a été justement de faire ce démonstrateur qui, s'il sera accepté par le client orienté domaine banque, qui pourrait être un petit peu plus amélioré, implémenté et mis en production. Et donc, je pense que notre temps, il est assez court et c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de vous présenter le deuxième projet, peut-être avec une autre occasion. Mais je suis très curieuse de voir un petit peu quel est votre feedback par rapport à cette présentation, quelles sont vos questions et voilà, je suis à votre disposition maintenant. Merci pour cette présentation. Merci Andrea. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez utilisé SQL pour ce projet? Ah, si j'ai utilisé SQL. Non, je n'ai pas utilisé SQL. En fait, SAS, il a ses propres façons de stockage et de requêtage des données. Donc, il n'y a pas du SQL à l'intérieur. Et moi, j'ai appris un peu plus tard comment l'utiliser parce que c'était juste au début où je faisais mon stage. Donc, non, je ne l'ai pas utilisé. Est-ce qu'il y a des autres questions? Vous étiez nombreux à travailler? Oui. Comment? Vous étiez nombreux à travailler sur le projet? Combien étiez-vous pour travailler sur le projet? C'était que moi, en fait. C'est un projet que j'ai initié moi-même depuis le début jusqu'à la fin. Bien sûr que j'avais une équipe qui pouvait m'aider sur le côté technique de SAS, puisqu'ils avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Et j'avais un responsable qui faisait attention justement à tout ce processus et qui s'assurait que j'arrive bien au bout de ce projet. Et donc, j'étais toute seule pour développer tout ce projet-là. C'était pendant ma période de stage. J'ai appris pas mal de choses, mais c'était juste un peu de concept. Donc, c'était un POC qui, je pense, ne nécessitait pas plus que ça de ressources humaines. Voilà. Ok. Ça a pris combien de temps? Ça a pris environ 3 mois et demi, peut-être, ou 4 mois, mais ce n'était pas de travail continu, c'est-à-dire que j'avais 2 jours par semaine attribués pour ce projet-là pendant environ 5 mois. Si je me rappelle bien, ça fait 3 ans que c'est passé. Voilà. J'espère qu'on va faire ça pendant mon stage. Est-ce que ça vous a plu comme idée? Est-ce que c'était compréhensible ma présentation? Vous avez appris des choses? Ça fait peur même un peu du coup. J'espère bien que non. Est-ce que vous avez utilisé Matplotlib pour les visuels Non. Pour les visuels, j'ai utilisé juste une plateforme SAS, tout simplement. J'ai utilisé du Python pour rendre les règles métiers de prise en compte d'une nouvelle observation. Mais au bout d'un moment,
je voulais travailler juste sur SAS complètement. Donc, ce qui s'est passé est qu'on a laissé Python à côté et donc la partie de règles métier a été implémentée avec SAS tout simplement. Le but de cette présentation n'est pas de vous faire peur ou pas de vous obliger à prendre en main un outil que vous ne connaissez pas du tout. C'était juste pour vous montrer un petit peu les étapes d'implémentation d'un projet. Okay. Et de vous dire qu'en fait, une fois que vous maîtrisez des techniques de modèle de machine learning et la partie de en général avec n'importe quel outil, vous allez vous débrouiller de toute façon. Je ne connaissais rien au début non plus. Et c'était un bon moyen d'apprendre. En fonction de stage, vous allez faire des choses différentes. Ça, c'était ce que j'ai fait moi-même. Et je vous ai présenté ce projet parce que si vous vous connectez sur mon compte LinkedIn, il y a 2 jours, j'ai fait une présentation sur la cybersécurité. Et donc, ça m'a rappelé justement de cette période. Et j'ai dit l'idée de fraude et sera toujours d'actualité. L'idée de sécuriser les données seront toujours importantes à être prises en considération. Et voilà pourquoi ça peut être un bon exemple au cas d'études retour d'expérience. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Comment? Merci. C'était très intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Donc, ne retenez pas l'aspect technique, retenez juste l'aspect étape de projet et quelle sera votre fonction, en fonction de quelle étape vous allez intégrer un projet. Okay? Donc, moi, je l'ai fait dès le début jusqu'à la fin, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez intervenir juste sur la partie visualisation de données, exploration de données ou implémentation de modèles. Un data scientist, il ne doit pas être capable de faire tout le processus des zéros, il doit être capable de le comprendre. Donc, mon but de cette présentation était de vous faire comprendre un petit peu dans un contexte d'entreprise quelles sont les étapes qu'on applique sur un projet. Bien sûr que je n'ai pas développé sur le côté mise en production, puisque ce projet, il était encore en phase de développement. Okay? Et donc, c'est pour ça que la mise en production, elle devrait être faite et ça arrivera en 50 temps après tout ce travail d'analyse. Est-ce qu'il y a des autres questions? Est-ce que vous connaissiez déjà les différents modèles de machine learning avant le stage ou vous les avez découverts pendant le stage? Non, je ne connaissais pas. Je les ai apprises sur place. En fait, mes études en master, c'était économie quantitative. Donc, en gros, j'ai appris à utiliser R comme langage statistique et j'ai appris aussi à faire des statistiques sur R. Mais les modèles de machine learning que j'ai appliqués, à part la régression linéaire ou logistique, je ne les connaissais pas. Et donc, j'ai dû les apprendre. Et au fur et à mesure qu'on les met en place plus souvent, c'est plus pour comprendre comment les utiliser. Maintenant, avec 3 ans d'expérience, je peux vous avouer qu'il y a de l'amélioration qui devrait se réaliser sur toutes les étapes. Et ça, c'est parce que ça vient avec l'expérience. Donc, vous êtes déjà sur le bon chemin. Vous faites l'effort d'apprendre et je suis sûre que ça va se concrétiser. Et donc, même si vous ne connaissez pas tout, vous ne saurez jamais tout. Et c'est un bon moyen pour vous d'apprendre par la pratique, tout simplement. Ok, merci. Merci. Oui. Comment elle ressent le marché? Comment est le marché de la data science à Lyon ou en France? Comment quoi? Et le marché de la data science? Le marché de la data science actuellement, vous savez bien qu'on est dans une petite crise plus grande sanitaire. Et donc, en fait, toutes les entreprises ont été affectées. Et il y a des entreprises qui ont des projets en tête pour les implémenter. Il y a des projets plus indispensables que d'autres.
Et les projets de data, en fait, elles ont été arrêtées un petit peu cette période. Mais je suis sûre que ça va redémarrer. Les projets data ne sont pas les plus indispensables et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises ont opté de le mettre un petit peu en attente pour l'implémentation. Et donc, cette période, ce que j'observe est qu'il y a moins de demandes de data scientists actuellement, qu'il y a plus de demandes de business intelligence et data engineer. Voilà. C'est à peu près mon observation actuelle. D'accord. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, cette période, je vous conseille fortement à développer le plus vos compétences actuelles, réaliser des portefeuilles des projets pour savoir qu'au bout d'un moment, si vous arrivez sur un entretien, vous saurez au moins théoriquement comment parler de ce sujet-là. Et donc, le fait de se préparer en parallèle, ça va vous améliorer beaucoup les compétences et donc ça va vous donner plus de visibilité sur le marché en termes de compétences que vous pouvez avoir. Voilà. Est-ce qu'il y a des autres questions? Je prends encore une. Une question. Prenez des stagiaires. Mon entreprise actuellement? Oui. Ben, en fait, juste pour dire, nous, on recrute sur mission. Et donc, en fonction des besoins du client, on cherche des ressources humaines si elles ne sont pas disponibles en interne. Et en gros, je ne sais pas vous dire plus que ça, puisque ce sont les ressources humaines qui le cherchent. Mais c'était, en fait, les entreprises actuellement, elles ont un petit peu plus d'attention par rapport au recrutement, dans le sens où on recrute plus sur mission que sur profil actuellement. Et donc, en fait, ça dépend du projet, ça dépend de mission, du client et du besoin de ce client. S'il s'agit d'un sujet qui doit être maîtrisé par quelqu'un qui a 3 ans d'expérience ou moins, ça dépend vraiment. Je ne sais pas vous dire plus que ça. Voilà. Moi? Les stagiaires gratuits? Ah, stagiaire gratuit, on peut négocier. Hein. Non, mais je plaisante. Mais n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, okay, et continuer la discussion. Ça sera mon plaisir. Déjà, je vous remercie beaucoup pour être présent sur cette présentation. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante et que ça vous donne une ou deux idées un peu par rapport à ce que c'est un projet de data science en entreprise. Voilà. Oui, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.